Bonjour, bonsoir à tous. Je voudrais vous présenter mon projet de mémoire en 10 minutes. Alors ça risque d'être serré, mais on va faire de notre mieux. Dans les grandes lignes, je m'intéresse à la création de jeux vidéo sur Internet. Alors on oublie immédiatement l'industrie du jeu vidéo, les entreprises, le développement, le marketing, l'addiction, bref, tous les sujets qui fâchent et qui rapportent à l'industrie. La création de contenu sur Internet pour le jeu vidéo, c'est quoi? Eh ben ça consiste en un joueur qui partage ses parties de jeu en ligne via une plateforme médiatique qu'elle propose des diffusions en direct comme en différé, donc par exemple YouTube et Twitch. Le but de cette création de contenu étant bien évidemment de le partager au grand public. Je déclare The Event 2019 ouvert et vous pouvez aller live à vos lives prêts. T'as combien de kills, mec? Un. Bah comme moi. Spaß bywa. Vous avez entendu ce pitstop là? Oh oui monsieur! Oh, let's go! De 211 à 5! You ever eaten avocado? It's life changing. Oh, Here in you're in LA. California, of course you've eaten an avocado. Look, in California. Okay, but like, have you ever had avocado and then you like put it on bread? I think they call it like Avocado toast. Yeah, but if you hit the 104 down to Buena Vista and you hit the Jimmy John's, then it's just so good. Non, écoutez-moi bien. Je suis un policier assermenté. Je propose la solution que ceci. On fouille, on prie, et s'il n'y a pas cocktail molotov, on voit. Ouais, tout pareil que lui. Tout ça c'est très beau, mais on s'en va où avec cette recherche? D'une façon très générale, on cherche surtout à comprendre les tenants et aboutissants de ce métier si particulier. Alors ça ne veut pas dire grand chose, donc dans le détail, quels sont ou seraient les objectifs? Concrètement, on cherche à comprendre comment un simple joueur est devenu un créateur de contenu, mais aussi ses subtilités qui sont bien plus intéressantes, notamment comment un créateur de contenu détermine-t-il sa relation un peu ambiguë avec sa communauté entre le très amical et le professionnel. Aussi, qu'est-ce qui différencie les carrières de certains créateurs de contenu qui ne parviennent pas à devenir des créateurs réputés et pourquoi d'autres deviennent au contraire si imposants? On cherche également à comprendre la particularité du métier. Par exemple, comment gérer les différentes situations de sa vie lorsqu'on est créateur? Comment l'annoncer à ses parents? Faut-il abandonner ses études? Comment conjuguer le travail et le repos dans un même lieu de vie? Et aussi se demander si la reconversion professionnelle est possible. Et puis on se pose la question un peu obscure, à savoir, qu'est-ce qui différencie un joueur lambda d'un créateur de contenu dans les compétences que ce dernier peut posséder? Bref, il y a des choses à dire. Niveau pertinence, les Game Studies commencent à prendre une place relativement intéressante, mais la création de contenu n'a pas été très souvent traitée dans le cadre des sciences sociales. Pourtant, outre la curiosité de définir la communauté gaming, les secteurs financiers ont pris d'assaut les plateformes utilisées par les créateurs de contenu, notamment l'exemple d'Amazon qui a racheté près d'1 milliard de $ la plateforme de diffusion de jeux en direct Twitch. Il y a toujours de la peur et des stéréotypes qui entourent ces activités, ce qui attise la haine des institutions qui perdent une partie de leur audience, notamment les médias de masse, dirons-nous, traditionnels. La création de contenu, jeux vidéo ou autres, semble laisser aujourd'hui une bien meilleure empreinte dans les rapports culturels des jeunes générations. Les célébrités de ces plateformes sont prises en référence comme des modèles de succès et de personnalités populaires. Alors, le terrain géographique. Ici, on va se concentrer autour du Québec et de Montréal autant que possible. Néanmoins, si jamais les données venaient à manquer, il ne serait pas exclu de nous intéresser sur différents pays francophones, comme la France, la Suisse, la Belgique, les Antilles françaises, bref.
On va se concentrer autant que possible sur le Québec. Les créateurs de contenu avec un revenu stable risquent potentiellement d'être plus rares qu'on se l'imagine. Alors, on imagine de quoi pallier à l'éventualité du manque de participants. En parlant de participants, la netnographie, un joli jeu de mots très adapté pour notre entrée sur le terrain et un début de collecte de données. Le but est ici de suivre ces créateurs de contenu durant leur live, le direct, voire d'activement participer à l'interaction avec la communauté et le joueur au travers du chat. On pourrait d'ailleurs parler d'une certaine netnographie participante. Le focus group. Alors il faut savoir que le terme est un peu mensonger ici, puisqu'il ne s'agirait pas nécessairement d'un véritable focus group, mais plutôt d'un rendez-vous avec plusieurs consommateurs de création de contenu, de jeux vidéo, qui me partageraient ce qu'ils aiment tant ce qu'ils n'aiment pas. Mais le vrai objectif de cette petite entrevue de groupe servirait surtout d'avoir des contacts précis au Québec, des noms et des références à interroger plus tard, bref, des noms de créateurs de contenu québécois. Aussi, ce focus group n'a pas de grande portée analytique et serait également optionnelle, mais elle permettrait d'encore mieux pénétrer sur le terrain et d'user de notre méthode principale de recherche qui serait... l'entretien semi-dirigé. C'est original, je sais. Évidemment, ces entretiens seraient la source principale d'informations dont nous disposerions pour répondre aux grandes questions soulevées par les objectifs de recherche. Il ne serait absolument pas exclu de passer ces entretiens à distance, même si l'entretien physique est bien plus intéressant et beaucoup moins contraignant. L'entretien à distance risque d'être une alternative quasi obligatoire si le participant vit trop loin pour être interrogé en face à face. Pour l'analyse, on prévoit entre 12 et 15 entretiens. Ce chiffre a été conclu de commun accord avec le directeur de recherche. Ce nombre nous permettra soit d'avoir suffisamment de données pour arriver à des concordances et des contradictions intéressantes dans le métier de créateur de contenu, soit, dans le meilleur des cas, d'arriver à saturation théorique. Bien que cela soit un travail de longue durée, il a été également conclu que ces entretiens seront tous intégralement retranscrits. Et je pense que la posture que nous utiliserons pour mener et traiter les entretiens seront basées autour de la notion de parcours de vie et de légitimité culturelle. Les limites et les défis. Outre le fait qu'il va falloir un peu ruser pour se faire des contacts, il n'est pas impossible que certains participants vivent trop loin pour organiser une entrevue en face à face. Aussi, il ne faut pas oublier que ces personnes sont des travailleurs autonomes opérant depuis chez eux, donc leur emploi du temps pourrait être chargé au point où une entrevue pourrait être compliquée à organiser. Dans le cas de figure exceptionnel où je déciderais de faire participer des créateurs de contenu à l'étranger, il me faudrait prendre compte du décalage horaire qui risque de limiter les temps d'interaction. Par souci d'échantillon et de sélection, interroger les mineurs ne serait pas une option, tout simplement parce que les créateurs de contenu que je souhaite interroger sont des individus qui gagnent leur vie. Bien que des adolescents soient déjà des célébrités sur internet, je ne cherche pas à complexifier mon échantillon et à multiplier les catégories. Et évidemment, il n'est pas question d'interroger des personnes comme moi qui font de la création de contenu pour le plaisir ou qui ne gagnent pas assez pour en vivre. Le but, ici, est de ne choisir que des personnes qui gagnent assez, ou presque assez, pour faire de cette activité leur métier. Voilà, c'est tout, merci de votre patience pendant les 10 plus longues minutes de votre vie. Bon confinement, ciao bye bye.